Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour à vous tous. Comme le veulent M. Legault ainsi que la Direction de la santé publique, nous adoptons aujourd'hui une formule d'animation par Zoom pour ne laisser aucune chance à la COVID-19. L'important, c'est que vous soyez là. Dans la 8e émission, vous aurez l'occasion de faire la connaissance de M. Philippe de Carufel, responsable de l'organisme Croque Ensemble des Basques. C'est aussi ce qu'on appelle la cuisine collective. Dans la deuxième partie, Mme Alvine Paré de Saint-Éloi racontera des passages de sa vie. Et pour les saines habitudes de vie, vous apprendrez à pratiquer l'automassage avec Mesdames Marie-Claude Bouchard et Lucienne Bélanger. Alors, voici le moment de vous présenter M. Philippe de Carufel, qui est directeur de l'organisme Croque Ensemble des Basques, que j'aime bien appeler la cuisine collective des Basques. Il vous expliquera les objectifs de cet important organisme lors de leurs divers projets en cours et ceux qu'ils souhaitent mettre en place dans l'avenir. Donc, on est la cuisine collective Croque Ensemble des Basques. On est un organisme communautaire autonome en santé et services sociaux qui existe déjà depuis un peu plus de 20 ans. On a été fondé en 1998 ici dans la MRC des Basques. Là. Au départ, c'était essentiellement pour des ateliers de cuisine collective. Là. Donc, c'était des gens qui se rassemblaient ensemble et une fois de temps en temps, une fois par mois, cuisinaient des repas, repartaient chez eux avec des portions. C'est comme ça que ça a démarré, tranquillement, pas vite. Le besoin s'est fait sentir à travers d'autres municipalités dans la MRC des Basques. Et aussi, parallèlement, donc, les besoins en sécurité alimentaire dans la MRC avaient besoin d'un organisme porteur. Là. Donc, il y a différents projets qui ont été proposés ou déposés au conseil d'administration de la cuisine collective. Ce qui fait que depuis quelques années, déjà, on essaie de plus utiliser la topologie cuisine collective Croque Ensemble des Basques, mais de vraiment y aller avec le Croque Ensemble des Basques, parce que cuisine collective, c'est un peu réducteur par rapport à maintenant l'éventail de services qu'on est en mesure d'offrir. Les services de Croque Ensemble se divisent essentiellement dans deux secteurs, les ateliers de cuisine collective et tous les services en sécurité alimentaire. Je vais vous expliquer en premier lieu ce qui a trait aux ateliers de cuisine collective. C'est assez simple. C'est des ateliers de cuisine collective qui sont offerts à la grandeur de la MRC dans différentes municipalités. Donc, il y en a à Trois-Pistoles, Saint-Simon, Sainte-Rita, Saint-Clément pour l'instant. On est toujours ouvert à démarrer des nouvelles activités dans des nouvelles municipalités si jamais il y a un besoin qui est présent, mettons, à Saint-Mathieu ou à Saint-Guy. Ça pourrait être une possibilité là, de se rendre dans ces municipalités-là pour offrir le service d'atelier de cuisine si les infrastructures le permettent. Ceci dit, en fait, les ateliers de cuisine, c'est relativement simple. C'est un animateur ou une animatrice de cuisine collective qui prépare des recettes, qui s'occupe de faire les achats, de ramener tout ça et de diviser, en fait, les ingrédients selon le nombre de participants qu'il y aura. Les gens se présentent sur place, cuisinent ensemble. C'est aussi une belle façon, en fait, de briser l'isolement. Donc, les ateliers de cuisine, c'est une belle façon de briser l'isolement, mais c'est aussi une belle façon là, d'apprendre à cuisiner des choses qu'on n'aurait pas nécessairement eu l'intention de faire chez soi. Donc, de s'ouvrir à des nouvelles cultures, à des nouvelles recettes, des choses des fois un peu plus complexes. C'est une façon aussi de partager notre savoir. Il y a des gens qui viennent aux ateliers de cuisine qui sont assez connaisseurs, là, qui ont cuisiné toute leur vie et qui n'ont pas discuté avec ça, qui viennent parce qu'ils sont contents de cuisiner avec d'autres personnes et en même temps de transmettre leurs trucs et leurs conseils là, à des gens qui sont un petit peu moins familiers avec de la cuisine de base. Il y a des ateliers de cuisine que les gens reviennent aux 2 semaines. Donc, c'est un petit groupe qui finit par devenir un groupe d'amis aussi, qui se rencontrent aux 2 semaines et qui attendent là, vraiment ces moments-là pour partager ensemble. C'est pas mal toujours trois services qu'on fait, là, donc une entrée, un repas, un dessert. Ça permet aux gens aussi de repartir avec des portions chez eux. Et puis tout ça à faible coût. Là. Maximum 10 $, c'est le maximum qu'on essaie d'atteindre, là, à moins que ce soit des recettes très spéciales qui incluent beaucoup d'ingrédients. C'est intéressant parce que pour 10 $, les gens peuvent repartir avec 2 ou 3 portions.
ont passé 2 ou 3 heures justement avec d'autres personnes à cuisiner, se sont fait des amis, sont sortis de leur isolement ou de leur routine. Juste ça, des fois, ça fait du bien, même si on ne se sent pas seul, mais d'avoir à aller cuisiner avec d'autres personnes, ça peut être bien intéressant. Donc, c'est la partie atelier de cuisine. Pour s'informer sur les ateliers de cuisine, c'est super simple. Il faut simplement appeler au 851-6049 et demander à parler à M. François Desjardins, qui est le responsable là, actuellement pour les ateliers de cuisine collective. Autre service maintenant, dépannage alimentaire, donc tous les services en sécurité alimentaire. On a une équipe, en fait, et de bénévoles et d'employés qui ratissent tous les commerces en alimentation dans la MRC des Basques pour ramasser des invendus. Les invendus, c'est des choses c'est des aliments, des fruits, des légumes principalement. Ça peut être de la viande, ça peut être des produits laitiers, ça peut être des produits de boulangerie aussi, ou non, des produits d'épicerie comme une poche de riz, de la farine ou des conserves pockées ou des compotes de pommes. Là. Peu importe en fait ce qu'on retrouve dans les épiceries. Des fois, ils ont des dates d'expiration ou de péremption qui sont déjà atteintes ou qui sont limites, très très près d'être atteintes. Fait que les épiceries, quand ils font leur ménage, leur rotation, les mettent de côté. Et puis nous, à chaque jour, donc, on a des bénévoles et des employés qui font la tournée de ces commerces-là, qui les ramassent et qui les ramènent ici, donc à la cuisine. On les nettoie, on les trie, on les classe. Et puis, 2 fois par semaine, on en refait la distribution. Donc nous, on donne ce qu'on se fait donner. Notre service de dépannage alimentaire nous coûte, mis à part les ressources humaines qui y sont attitrées, absolument rien. Là, donc, c'est vraiment avec la générosité des commerçants locaux qui préfèrent faire converger les invendus vers chez nous plutôt que de les envoyer au compost directement. Ça nous permet, dans le fond, là, de prendre ces aliments-là et puis de les amener chez des gens qui sont en situation de précarité, qui ont des besoins, des fois qui sont ponctuels, des fois qui sont plus réguliers. On n'est pas du tout dans le jugement par rapport aux demandes. Il y a des gens qui viennent à toutes les 2 semaines, il y a des gens qu'on voit 2 fois par année. Ça varie beaucoup, puis on n'est pas intrusif là, dans notre façon de gérer le dépannage alimentaire. On accueille toutes les demandes, autant qu'on est capable d'y répondre. Là, pour nous, il n'y a pas de problème. On ne sent pas qu'il y a d'abus non plus de la population. Fait que, nous, ça nous fait juste plaisir de redonner ce qu'on s'est fait donner de la part des commerçants. Puis on a aussi une mission ou un mandat ou une vision de réduction du gaspillage alimentaire. On a entre 40 et 50 demandes par semaine. Des fois, il y a des moments de l'année où c'est un petit peu plus achalandé, là, comme la période des fêtes. Il y a certaines périodes, là, la rentrée scolaire, entre autres, là, parce que les jeunes familles investissent davantage dans la rentrée scolaire pour les vêtements, pour les livres, etc. Fait qu'ils ont un peu moins de sous à mettre dans l'épicerie à ce moment-là. C'est des périodes là, un petit peu plus charnières pour nous autres dans les demandes. Mais sinon, on est toujours capable de répondre à chacune des demandes qui nous sont adressées. On essaie de les faire le plus personnifiées possible, là, en fonction des allergies, des goûts, des intérêts. Il y a des gens qui ne mangent pas de viande, il y a des gens qui préfèrent tel autre produit plutôt qu'un autre. Donc, service de dépannage alimentaire 2 fois par semaine. Présentement, c'est les mardis et les jeudis. Ça peut être appelé à se modifier selon différentes situations. Là, durant la première vague de pandémie, on en faisait à tous les jours. Avant ça, c'était 1 fois par semaine. Là, présentement, on y va 2 fois par semaine. C'est une belle façon qu'on a trouvé de ne pas trop perdre de denrées fraîches qui nous sont acheminées là, via les épiceries. Des fois, on reçoit des salades ou des concombres le lundi. Si on attend le vendredi pour les donner, ils sont plus super beaux, mais si on les donne le mardi, sont encore de qualité intéressante puis sont propres à la consommation. On a aussi donc toute une panoplie de services en sécurité alimentaire qui sont importants de nommer. On a entre autres un projet de frigo partagé qui va être déployé au printemps 2021. Donc, dans chacune des municipalités de la MRC des Basques, il y aura un frigo qui va être dans un endroit spécifique. Là, ça peut être au bureau municipal, à la bibliothèque, au bureau de poste. Vous informerez dans votre municipalité respective. Là, mais donc, c'est un frigo où les gens sont invités à aller porter des choses qu'ils ont en surplus chez eux. Des fois, vous faites une sauce à spaghetti, vous avez un pot de trop ou 2 pots de trop. On n'a jamais trop, mais si on veut en donner à notre voisin, on peut aller les poser là et récupérer ce qu'il y a. Dans le temps des récoltes, des fois, on a toujours trop de salade ou trop de zucchini, mais on va mettre ça là. On peut en récupérer de d'autres si on en manque. Et nous, on va aussi s'assurer de faire une tournée régulière là, pour acheminer des produits de boulangerie, de la viande congelée, des choses qu'on va stocker là, régulièrement dans ces différents frigos-là. On a toute une grande réflexion aussi autour d'un carrefour alimentaire là, à arrimer toutes les organisations
en alimentation autour d'un projet structurant et porteur pour la MRC des Basques. On a aussi, je vérifie ma liste, un projet de cueillette solidaire. Donc, il y a beaucoup de vergers et de champs dans la MRC des Basques qui laissent certains rangs en jachère ou qui n'ont pas le temps de tout récolter rendu à la fin de l'année. Fait qu'il y a plein de cultures qui sont perdues dans les champs. Donc, nous, on est en train de monter un projet là, avec des équipes de bénévoles qui iraient cueillir donc, ces choses-là qui ne seraient pas cueillies sinon ou qui seraient juste perdues ou dirigées vers des animaux de ferme. Puis, donc, ces bénévoles-là en ramasseraient, garderaient le tiers pour eux et enverraient le tiers vers la banque alimentaire et le dernier tiers reviendrait aux producteurs ou aux propriétaires du terrain. Fait que c'est une belle façon là, de faire en sorte que ces fruits et légumes-là qui sont frais, qui sont intéressants, qui sont propres à la consommation, soient redistribués pour l'alimentation locale. Et sinon, on accompagne tous les jardins communautaires et collectifs dans la MRC des Basques. C'est un projet saisonnier. On engage, nous, à chaque été, des étudiants qui s'occupent d'accompagner ou de soutenir les différents jardins dans leurs besoins ou dans leurs projets, selon la réalité qu'ils vivent. Là, il y a Saint-Simon, Saint-Rita, Saint-Clément, il y a le jardin intergénérationnel aussi, Trois-Pistoles, qui fait partie des projets qui sont soutenus. Sainte-Françoise aussi, quand ils ont un jardin. Donc, on a des employés là, qui sont là, soit pour faire des ateliers de cuisine, des ateliers d'information sur la lactofermentation, par exemple, ou aussi juste pour aider à construire des infrastructures, pour aider le nettoyage, l'arrosage, organiser des horaires, des fois avoir une personne neutre là, pour la gestion de conflits ou de la médiation, donc la tenue d'une assemblée générale. Peu importe, là, on est là vraiment en soutien à des équipes, à des gens, à des citoyens qui sont là de façon bénévole, qui sont là pour améliorer leur municipalité, leur environnement, puis mettre l'épaule à la roue là, avec ces gens-là. Voilà, donc en gros, c'est les services qui sont offerts par Croque Ensemble des Basques. N'hésitez pas à nous contacter, 88-851-6049. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. On est aussi à la recherche de bénévoles sur une base constante. Fait que si vous avez envie de vous impliquer avec nous, de mettre l'épaule à la roue dans la sécurité alimentaire pour la MRC, ça va nous faire plaisir de vous accueillir dans l'équipe. Soyez-en convaincus. Donc, au plaisir de vous aider. Merci, Philippe. Et à toute ton équipe d'employés, de bénévoles, d'aider les gens de notre MRC des Basques qui en ont besoin. Pour le récit de vie, l'été dernier, j'ai eu la chance d'interviewer Mme Alvine Paré à la résidence Montchénou de Saint-Éloi, là où elle demeure. Une merveilleuse rencontre avec une bonne vivante. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mme Alvine Paré de Saint-Éloi. Bonjour, Mme Alvine. Bonjour, Madame. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Bon. J'aimerais ça que vous nous parliez un peu de vos origines. Je suis née le 1er janvier 1935 à une famille de 7 enfants, 6 filles puis un garçon. Puis ma mère est décédée à 49 ans. En 1958, justement, 6 mois après qu'on a été mariés. Puis j'étais à l'origine de Saint-Épiphane. Vous avez grandi sur une ferme? Sur une ferme, oui. Okay. Mon père était cultivateur, puis j'ai grandi là, sur la ferme, avant de me marier. Là. Quel rang vous occupiez dans la famille? J'occupais le 4e rang. OK. Vous étiez dans les responsables au moment des décès? Oui. Okay. Ouais. Est-ce que vous avez eu la chance d'aller à l'école? Oui, j'ai une 9e année. Mais vous savez, de ce temps-là, qu'on ne choisissait pas nos jobs là, comme maintenant. Et puis, j'ai resté à la maison pour aider à la ferme. Puis, je travaillais dans des maisons privées. Je faisais du grand ménage. Puis, l'été, on allait dans le champ, puis on allait au fruitage. Puis, tout ce temps-là a passé, puis ça a été comme un rêve. Est-ce que vous deviez donner votre argent à la famille? Non, ça, maman nous a toujours laissé notre argent, par exemple. OK, c'est une bonne chose. Mais moi, je serrais mon argent, mais quand je me suis mariée, on n'avait pas d'argent, là. Puis savez-vous ce que j'ai fait avec mon argent? Non? J'ai acheté une portée de cochon. C'est une belle histoire. Puis, est-ce que vous auriez aimé étudier plus longtemps? Non, parce que fallait rester au vidage, puis là, ça coûtait des sous, c'est sûr, hein? Puis chez nous, t'es pas riche non plus. De toute façon, vous saviez bien compter avec la portée de cochon, ça le prouve, hein? Bon, je sais que vous êtes mariée. Comment s'est présenté le mariage dans votre vie? Oui, on s'est mariés en 1957, le 28 août, et puis moi, j'avais 22 ans. Puis là, il s'est présenté un beau blond frisé, là, qui avait 25 ans.
Puis nos fréquentations n'ont pas été longues. On est sortis 9 mois ensemble seulement. Puis après ça, on s'est mariés. Et puis, on a fait un voyage de noces, tout un voyage de noces. Ma sœur demeurait à Beauharnois, la plus vieille de mes sœurs. Puis, on est monté là. On est passé 2-3 jours. Là. Mais elle voyageait de même, vu son mari. Elle suivait son mari. Il changeait de place souvent là, pour les jobs et tout ça. Et puis le soir, là, c'était pas grand, ce chalet-là. Là. On était 4 dans la même chambre. Oh! Oh! J'ai dit, c'est correct, c'est bien de même. J'ai dit, plus tard, ben là, l'expérience viendra plus tard. OK, puis c'est venu plus tard, finalement? Ah, ça n'a pas été long. Bon, parlez-nous donc de votre vie de couple comme agricultrice puis agriculteur. Oui, oui, là, mon mari s'est acheté une ferme. On n'avait pas d'animaux, pas rien, là, sa ferme. Il a fallu tout s'organiser pour avoir des animaux. Puis là, moi, je le suivais, là. Je suivais mon mari là, dans le champ, puis à l'étable. Puis après ça, ben là, les enfants, 10 mois après qu'on a été mariés, j'ai eu un bébé. Mais je l'ai eu 7 dans 7 ans. Et puis... imaginez que quand on s'est logé, là, on payait les ouvriers 97 $. Oh! Mais c'est moins que maintenant, hein? Mais je vous dis qu'avec une paye de lait, là, c'est 60 $ par mois, là. Puis quand on faisait une épicerie de 15 $ par semaine, on disait pour moi, on n'arrivera pas. Ah, je comprends. Oui. Il fallait vraiment savoir compter hein, pour avoir une famille puis un revenu de ce montant-là. Oui. Ben, bravo, vous êtes passé au travers. Combien vous avez eu d'enfants? J'ai eu 8 enfants. OK. C'est 5 filles puis 3 garçons. C'est toujours comme des rêves. Hein? Oui. Moi, mes enfants, là, je les vivais tous ensemble. Mais la plus vieille n'avait même pas tout à fait 7 ans, elle avait 7. Puis, c'était comme un rêve. Des fois, je me dis, mon Dieu, il me semble que j'ai pas vu grandir ça, ces enfants-là. Puis là, en 2016, il y en a une qui est partie, là, on l'a perdue. Mais c'est pas facile c'est pas facile à prendre le dessus là-dessus. Oui, hein, parce qu'on a l'impression que ça passait trop vite. Hein? Elle est venue nous le dire le 4 décembre, et elle est décédée le 23. Ouf! Oui, c'était pas mal vite, ça. Quand vous avez quitté la ferme, qu'est-ce que vous avez fait pour occuper votre retraite? Oh mon Dieu, quand j'ai quitté la ferme, là, je me suis dit, là, je ne suis pas pour rien faire, je vais mourir. Là. J'ai fait beaucoup de bénévoles, même j'ai gardé un enfant 2 ans, parce que sa maman a accouché de ce bébé-là, puis a fait un gros cancer tout de suite après. Puis c'est moi qui l'ai... J'aime autant pas en parler. Vous avez donné un coup de main. Mon Dieu, que j'étais assez attachée à ces enfants-là, elle en avait 2. Ah oui. Puis après ça, ben, j'ai fait beaucoup de tissage, puis d'artisanat, puis même je montrais aux enfants d'école à faire comme des napperons. Là. Puis quand ça venait le temps des fêtes, là, je devais faire chacun un napperon à toutes. S'il était 4 dans la famille, je devais faire 4 napperons. Puis... C'était des beaux ateliers. Puis les enfants, ils adoraient ça, hein, ils aimaient ça. Puis c'est ça. Puis maintenant, ben là, on reste à résidence, résidence de Montchenou, à Saint-Éloi. Et puis on est très bien là. Puis on a beaucoup de services, médecins, infirmières, bénévoles, pour faire nos ménages. On est gâtés, en tout cas. Oui, on a des bonnes cuisinières, puis on ne peut pas avoir mieux que ça. Là. Super. Moi, pas faire à manger, je me trouve bien. Ça fait du bien. Hein? Ça fait du bien, mais il faut changer de linge de temps en temps. Ah! Il y a des inconvénients à tout. C'est hein? pire, là. Mais vous avez fait partie d'organismes aussi, hein? Oui, oui. J'ai été présidente fermière, présidente de l'Âge d'or. J'ai fait... je montais jusque des petites pièces de théâtre. J'avais du plaisir, là, mais ça n'avait pas de bon sens. Et quand il y avait une fête, des fois, là, tu vas nous organiser quelque chose. C'est bon, ça. Là, ben, Vous êtes la Denise Filiatro de Saint-Éloi.
Oui, 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 on avait le plaisir. Oui, super. C'est ça qui est important Oui, dans la vie. Puis maintenant, votre mari puis vous avez quel âge? Moi, j'ai 85 et puis mon mari en a 88. OK. Mais on se porte encore bien pour... il me semble qu'on a le cœur de 60 ans. Là. Moi, vous avez l'air de ça. Je pense pas là, que j'ai 85 ans. Ouais. Et puis, c'est ça, là. Puis, malgré tous les bad luck qu'on a eus, là, j'en profite en même temps, à 63 ans de mariage, j'en profite pour remercier mon mari de m'avoir aidé dans les bons moments comme les mauvais moments. C'est bon, ça. En tout cas, c'est remarquable de pouvoir échanger avec une personne d'expérience comme vous. Vous avez l'air de quelqu'un de plutôt optimiste. Beaucoup, oui. Oui. J'aime rire, puis faire rire les autres, humour, puis histoire, mais je manque pas d'occasion de taquiner, là. OK. Mais dans le bon sens, là, c'est sûr. Vous n'avez pas d'histoire pour nous aujourd'hui, là? Non. Non, ça va. Non. OK. En terminant, quel conseil auriez-vous à donner à des gens qui vivent des difficultés? Bien, le conseil, c'est d'être positif. C'est sûr que c'est pas dû à tout le monde, je crois, là, mais d'essayer toujours, puis de regarder ailleurs, voir si c'est mieux que nous autres. Puis ailleurs, c'est jamais mieux que nous autres, là, souvent. Puis d'essayer de changer les idées, de faire ce qu'on aime, là, essayer de faire quelque chose qu'on aime pour pas penser à trop à nos bobos, puis visiter nos parents, puis nos amis, mais surtout se confier à quelqu'un qu'on a confiance, là, pour compter nos choses. Ça, c'est beaucoup. Ça fait du bien. Puis même une petite prière, là, ça fait pas tard. C'est bon. C'est noté, Madame Paré. Puis ma devise, c'est de donner sans recevoir. Une belle devise, belle devise. On devrait tous l'adopter. Alors, merci beaucoup, Madame Paré, de nous avoir reçus chez vous, ici, à Saint-Éloi, dans votre résidence de Mont-Chez-Nous. Merci. Merci à vous. Merci, Madame Paré, pour votre façon de voir la vie et votre bonne humeur. Alors maintenant, nous allons réaliser quelques mouvements d'automassage qui est enseigné par Madame Marie-Claude Bouchard, qui est massothérapeute, professeure de yoga et de pilates, et Madame Lucienne Bélanger de Trois-Pistoles. Bonjour, je m'appelle Marie-Claude Bouchard, puis aujourd'hui, on avait envie de vous offrir une capsule de saines habitudes de vie faciles à exécuter à la maison, là où vous êtes assis présentement. Ça sera possible de pouvoir tenter l'expérience avec moi. Je vous présente Lucienne. Lucienne est avec moi aujourd'hui. Merci d'être là. Lucienne est une aînée qui participe aux activités d'exercice, de pilates. Puis, ça nous donne l'occasion de se voir régulièrement, puis de pratiquer des respirations, des mouvements et de l'automassage aussi. On en a déjà fait. Oui. Alors, c'est ce qu'on a envie de vous partager. C'est venu après une séance. Le participant disait « Ah, c'est dommage que tout le monde n'a pas accès à ces exercices. » Bien, voilà une tentative de rendre accessible la possibilité de reproduire une source de relaxation à la maison. Donc, pour commencer, puisqu'on veut réchauffer la musculature, bien, on pourrait venir joindre les mains ensemble puis les réchauffer. Un simple réchauffement qui permet de produire une chaleur. La sentez-vous? Oui. Moi, je sens déjà une chaleur aussi. Je vais venir appliquer une main à l'intérieur du chandail sur l'épaule. Puis je peux venir détendre l'autre pendant ce temps-là. Je saisis le trapèze, le muscle qui est sur le dessus. Je viens faire une pincée
entre la paume de ma main et les doigts pour prendre. C'est un geste significatif en même temps de se prendre en main. Et je viens sentir. Qu'est-ce qu'il y a sous les doigts? Est-ce qu'il y a une tension? Et j'ai rien à faire pour relaxer d'abord, trouver une attitude de relaxation. Les épaules qui sont soulevées, abaissées. Relaxer. Prendre un moment d'arrêt, ça agit beaucoup. Puis, je vais venir laisser ma main glisser avec le poids du bras. Je laisse aller. Un signe de lâcher prise par la même occasion. Et de nouveau, je place de nouveau ma main sur le dessus de l'épaule. Je prends en main le muscle et je laisse glisser les doigts qui parfois ont trouvé une tension amassée, simplement à laisser aller. Une troisième fois. La troisième fois, je vais ajouter des mouvements. Alors, on va pouvoir faire des rotations avec l'épaule. Plutôt que de masser avec la main reste détendue, elle n'a rien à faire, elle induit la relaxation. Puis, c'est le bras qui fait le petit mouvement permettant de déplacer. Et l'épaule basse, la main qui glisse, complète ce côté. De l'autre côté, allons réchauffer. On voit ce qui s'en vient. La chaleur à appliquer. Ça pourrait être sur le vêtement. Quand on a la possibilité de glisser directement sur la peau, eh bien, on a un contact tactile qui permet de prendre contact avec son corps. Ça agit. Et on laisse aller. Vérifier notre état de détente, notre abandon. Et de nouveau. Soyez curieux de quel endroit pourrait en avoir plus besoin. Je me déplace peut-être un peu plus vers la nuque. Laissant aller ensuite. Le poids du bras, laisse tomber. Puis on complète une dernière fois. Saisis, on se prend en main. Quelques rotations pour le bénéfice de l'épaule. Puis là, on est à l'aise de libérer le bras, peut-être à côté du corps pour avoir plus de mobilité. Et vous pourrez compléter en glissant, en massant. Et voilà. Alors, merci Lucienne d'avoir pratiqué. C'était une petite capsule et si vous en voulez davantage d'idées, bien, il y a les émissions à la télévision communautaire qui s'appellent En équilibre avec Marie-Claude Bouchard que vous pouvez retrouver sur Internet pour reculer dans les dernières émissions diffusées ou encore les visionner directement à la télévision tous les jours de la semaine à 11h. Au plaisir. Alors, merci beaucoup Marie-Claude et Lucienne pour tous ces bons conseils et de nous aider à être en meilleure forme. Espérons que cette émission a su vous informer et vous divertir. Dans la prochaine édition, nous vous parlerons du Centre Alpha des Basques avec Mme Julie Ouellette. Et pour les récits de vie, notre invitée sera Mme Francine Moret, une participante du Centre Alpha. Nous terminerons en vous faisant vivre une activité style quiz. Au revoir et à bientôt. Bye tout le monde. Bye Christiane. Bye.
Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.